merci, vous avez été nombreux à répondre présents à notre invitation. Pour certains, donc un tiers d'entre vous connaissent déjà la méthode Calligram. Et pour les autres, eh ben, je suis ravi avec Serge de vous présenter cette méthode. Une méthode d'ailleurs qu'on peut réellement nommer d'alternative au BPMN. On le verra pendant cette présentation en quoi c'est une alternative pertinente, même performante par rapport à la BPMN, par rapport aux objectifs qu'on se fixe au travers de la méthode Calligram. Alors, il est 17 heures. Bienvenue à tous. Bonjour à tous. Nous allons, Serge et moi, vous présenter donc Serge Guillard et donc Cédric Berger, qui sont les auteurs de cet ouvrage aux éditions AFNOR, qu'on vous présentera dans quelques instants. Donc, bienvenue à tous. Nous allons décomposer en 3 parties ce webinaire. D'abord, un retour rapide sur la méthode Calligram et ses originalités, ce qui en fait sa force, ce qui en fait… Ah, Laurent, bonjour. Alors, bienvenue. Je vois que tu es arrivé. Donc, on te donnera la parole tout à l'heure. Dès que je l'ai annoncé, nous avons la chance de pouvoir accueillir Laurent Renesson, qui nous présentera dans la deuxième partie son retour d'expérience quant à l'implémentation de Calligram dans un système de management. Et puis pour finir, comme je vous le disais, Serge vous présentera comment, sous forme avec SharePoint, une implémentation de la méthode Calligram que vous pourrez vous-même consulter sur ce site. Alors, l'objectif de la méthode Calligram, ça a été de transférer des méthodes de modélisation des systèmes d'information pour le plus grand nombre et surtout pour pouvoir mieux comprendre comment fonctionnait l'entreprise, qui faisait quoi, et d'éviter ce genre de schéma que déjà, il y a 30 ans, on rencontrait, n'est-ce pas, Serge? Tout à fait. Alors justement, Cédric, peux-tu nous dire comment ça est venu cette méthode Calligram? Qu'est-ce qui a fait que tu t'es lancé dans cette aventure? Alors, bon, c'est vrai que ce n'est pas plus mal de refaire peut-être un petit historique d'où vient cette méthode Calligram. Comme ça, on remet l'église au milieu du village, parce qu'on entend tout et n'importe quoi autour de Calligram. Donc, aujourd'hui, on est là aussi pour remettre les choses au clair. Donc, Calligram est issu de cette approche qui s'appelle la méthode OSAD. En fait, Philippe Dumas, qui est l'auteur de cet ouvrage, La méthode OSAD, était mon professeur à l'ESSEC et même mon directeur de thèse qui m'a suivi et qui a abouti à cet ouvrage, un bel ouvrage, un beau pavé, qui s'appelle le Handbook of OSAD. On rassemblait ici toutes les bonnes pratiques de la méthode OSAD. Et puis, de fil en aiguille, Philippe Dumas, voyant mon intérêt pour ces approches, OSAD, ça veut dire Office Support System Analysis and Design. Donc, c'était une approche qui était destinée à faciliter l'intégration de la bureautique dans les entreprises. Alors, il y avait eu Meurize pour les gros systèmes informatiques et OSAD se voulait être plus light, entre guillemets, pour aider l'émergence de la bureautique dans les entreprises. Et donc, comme je vous le disais, en aparté avec Philippe Dumas, il m'a encouragé à aller vers un courant émergent dans les années 90 qui était ce management par la qualité. Alors, on a été passé du contrôle qualité à l'assurance qualité et en effet, il semblait se pointer quelque chose autour des processus. Alors, j'ai eu la chance de rencontrer Serge Guillard, qui était l'expert justement qualité. À l'époque, il était certificateur, c'est ça? Auditeur, pardon, auditeur, et tu certifiais les entreprises. Préparer les entreprises à la certification. ISO 9000. ISO 9001. Voilà. Donc, à cette époque, donc dans les années 90, on s'est rassemblés et on a travaillé ensemble pour mettre en forme quelque chose qui pouvait parler à ces personnes de la qualité et qui pouvait reprendre cette représentation graphique que proposait OSAD. Et est né
c'est ce livre fondateur de la méthode Calligramme, la rédaction graphique des procédures, aux éditions AFNOR. Alors, je tiens à préciser, ah, c'est cet ouvrage, oui, oui, on l'a, il existe encore, il est même disponible. Vous avez le lien ici pour si vous souhaitez l'acquérir. Donc, cet ouvrage aux éditions AFNOR, et j'insiste, quand on parle aux éditions AFNOR, ce n'est en aucun cas une certification AFNOR. J'ai vu sur certains sites qu'on parlait que Calligramme était certifié AFNOR. Non, non, Calligramme a été publié par les éditions AFNOR. Alors, ça tombait bien parce que, en fait, on en reparle dans quelques instants. AFNOR n'était pas encore l'organisme certificateur, c'était la FAC. Ah, c'était la FAC. C'est après que l'AFNOR a repris la certification à la FAC. Ah, et ben voilà, et tout ça, c'était début des années 2000. Donc, à la suite de cet ouvrage, nous avons eu des demandes de traduction. Donc, il a été traduit en espagnol, en italien, en anglais, en russe, et de nombreuses personnes se sont appropriées cette approche et l'ont utilisée aux quatre coins du monde. Et vous voyez un peu toutes les zones dans lesquelles nous avons et nous avions des représentants de cette approche Calligramme. Ben justement, comment tu expliques ce succès? Est-ce qu'il y a une originalité à la méthode? Oui, alors déjà la première chose, je vais trop vite, déjà, c'est d'être au bon moment, au bon endroit. Et c'est vrai qu'en 2001, quand on a sorti cet ouvrage, sortait en même temps la norme ISO 9000 version 2000 qui préconisait l'approche processus comme système de management. Donc, les deux en même temps ont entraîné justement, et parce que édité aux éditions AFNOR, l'ensemble a fait que les personnes qui voulaient rentrer dans cette démarche processus ont utilisé cette méthode parce que beaucoup plus pratique que les méthodes informatiques qu'ils pouvaient connaître ou que les informaticiens leur proposaient. Des méthodes textuelles. Ou des méthodes, c'est vrai, textuelles qui étaient utilisées pour décrire ces procédures. Donc, pour ça qu'on l'a appelé la rédaction graphique des procédures, comme vous voyez, démarche et technique de description des processus. Voilà. Et puis, une autre chose qui me semble originale dans cette approche Calligramme à l'époque, parce que pour situer tout ça, par rapport au BPMN dont on parlait tout à l'heure, il faut savoir que le BPMN a lancé sa réflexion en 2001, donc vous voyez, quand nous, on sortait notre ouvrage, et a publié le BPMN 1.0 en 2008. Donc, vous voyez, on avait pratiquement 10 ans d'avance sur le BPMN, et particulièrement cette approche par Swimline, alors qui est devenue maintenant, qui s'est démocratisée dans toutes les approches graphiques. Mais disons que on a eu, grâce à la méthode OSAD, l'intérêt de proposer une visualisation sous forme de colonnes dans lesquelles on pouvait distinguer clairement le qui, c'est-à-dire les rôles. Alors là aussi, OSAD insistait beaucoup sur cette notion de rôle et non d'acteur pour décrire qui fait quoi dans l'organisation. Donc ça a été une originalité. Maintenant, tout le monde l'utilise, mais il reste encore d'autres originalités qui font aujourd'hui encore l'intérêt de la méthode Calligramme. Tout d'abord, sa notation. C'est vrai qu'on est resté très simple. On propose 5 formes uniquement. 5 formes pour représenter l'organisation de l'entreprise, qui sont les principales formes d'OSAD qu'on a customisées, parce que OSAD appelle ça des fonctions. Nous, on est resté plus générique. On a dit c'est des actions, dès que c'est un rectangle. Et puis, il définissait différents types de fonctions en fonction, que ce soit modèle abstrait, modèle descriptif. J'en passe. On a décidé de rester sur ces 5 formes-là pour représenter justement les flux d'informations, l'organisation de l'entreprise, où on peut, avec ces formes-là, distinguer ce qui va servir à l'action, l'action par elle-même, l'information qui en est produite par cette action, qui va la réaliser, cette action, et avec quoi
elle la réalise à travers des outils, des documents, etc. De système. Et puis, vous voyez ici, on peut en parler quand même, de ce petit carré orange, qu'on retrouve carré orange, carré rouge. En fait, c'est une petite notation, parce que ce qui est important également, c'est de pouvoir laisser les individus exprimer des commentaires sur ces actions, pour ne pas alourdir les actions, proposer des commentaires qui expliquent plus en détail comment on réalise cette action, avec de quelle manière, etc. Voilà, c'était déjà la première, et c'est encore une des originalités de cette approche par rapport à d'autres méthodes qui pourraient être un peu plus complexes dans sa notation. Deuxième originalité, c'est cette décomposition en 3 niveaux de la modélisation. Alors, on s'est inspiré justement des normes ISO 9000 de l'époque qui encourageaient justement une décomposition de la documentation en 3 niveaux. Et on s'est dit, alors proposons cette même décomposition avec, pour chaque niveau, une représentation graphique spécifique. Alors, OSAD, de la même manière, avait cette décomposition plutôt autour de 2 niveaux, le modèle abstrait et le modèle descriptif. On a décidé donc d'avoir, nous, le modèle stratégique qui permettait de comprendre pourquoi on réalisait ces processus. Un modèle organisationnel, vous l'avez vu tout à l'heure, avec ces flux et ces swimlines pour comprendre qui fait quoi. Et un modèle… Répartir le travail entre les acteurs de l'entreprise. Exactement. Ça permet de répartir et de comprendre les activités que chacun a réalisées. Et puis, pour finir, un modèle opérationnel. Alors, un modèle opérationnel qu'on n'utilise pas non plus énormément, mais qui permet justement de distinguer, d'expliquer comment réaliser cette action qui se trouve ici par une personne, et plus particulièrement quand il y a des risques. Parce que des risques pour mémoriser des savoir-faire. Ou pour mémoriser des savoir-faire. Mais c'est vrai que si c'est des activités, les comment sont souvent les métiers qui les réalisent. On ne va pas rentrer dans les détails du comment sans arrêt. Mais ce qui était intéressant, c'est cette forme originale qu'on a proposée qui permet, dans sa colonne centrale, d'avoir les points de vigilance, des actions correctrices, les points de contrôle qu'on avait à réaliser sur les actions à mener. Voilà. Et puis, dernière chose, alors oui, c'est vrai que pour passer, alors à l'époque, naissaient les liens hypertextes. Je veux dire, en 2000, on découvrait le lien hypertexte sur les objets. Et ben, ça a permis de rendre en plus cette dynamique de la pensée modulaire, de cette relation à 3 niveaux, c'est-à-dire que chaque fois, on pouvait par lien hypertexte cliquer, on peut toujours maintenant et encore plus, on clique sur les objets et on navigue à l'intérieur du système graphique que l'on a décrit sous forme de ces 3 niveaux. On vous montrera tout à l'heure parce que c'est exactement comme ça qu'on va fonctionner avec SharePoint ou d'autres systèmes. Et puis, la dernière originalité, selon moi, de Calligram, ce sont, on l'a vu tout à l'heure, on en a déjà un peu parlé, ces flux d'informations. Ces flux, on les appelle flux de valeurs, qui permettent de comprendre à quoi va servir l'action. Comment on comprend à quoi va servir l'action? Parce qu'en amont, on comprendra de quoi l'action a besoin et surtout ce qui est produit par cette action et vers quelle autre action ça va servir et pour quelle autre action ça va servir. Donc, à travers ces flux d'informations, on va mieux comprendre l'objectif de l'action, la relation client-fournisseur entre 2 rôles et les valeurs ajoutées, parce que la valeur ajoutée, c'est bien la différence entre ce qui rentre et ce qui sort. Et à travers encore ces flux d'informations, c'est ce que l'on pourra percevoir. Et d'ailleurs, tu en parleras tout à l'heure dans les difficultés, mais c'est souvent une difficulté de faire remplir ces flux d'informations par nos clients lors de la modélisation des processus. Alors, justement, toi, Serge, qu'est-ce que tu rajouterais comme originalité à la méthode Calligram? Mais il y a une chose qui est très importante dans la méthode Calligram, qui peut parfois sembler casser les pieds aux rédacteurs, mais ils se rendent très vite compte que ça va les aider. Ce sont des règles de rédaction. Des règles de rédaction relativement simples. Ne pas dépasser la page A4, ne pas croiser les flèches, avoir un nombre d'actions limité dans notre document, parce que si on veut tout mettre, eh bien, ça devient illisible. Et donc, ces règles de rédaction,
il y en a une petite vingtaine, eh bien, elles vont permettre de s'assurer que les cartes seront lisibles, compréhensibles, et puis surtout qu'il y aura une homogénéité de rédaction avec les différents utilisateurs de la démarche. D'ailleurs, tu avais même créé, t'as créé un système qui s'appelle LIRE, c'est ça, Oui, qui permet de valider ces règles? c'est mon arrière-plan d'auditeur, voilà, évidemment. On peut, en respectant ces règles, avoir une analyse automatique de la performance et de la qualité des cartes produites. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose aussi, c'est justement de pouvoir mieux appréhender une réalité pour la simplifier. Des démarches de présentation graphique, on en a plein, on en a tous fait. Et en fait, si on n'a pas les éléments que tu disais, le langage, les formes de base, et puis les règles, c'est difficile de reproduire quelque chose de compréhensible. Donc là, en appliquant les règles et le langage, on va pouvoir représenter très rapidement. Pour passer de la représentation que vous voyez à gauche à la représentation à droite, il a fallu moins d'une heure. Parce que dans la représentation de gauche, on a tout. On a les rôles, qui sont en rouge, en bleu, en vert, etc. On a les activités, on a les flèches. Par contre, on ne sait pas ce qui transite sur les flèches, mais on voit qu'il y a plein de documents qui sont sous les rôles. Et donc, en fait, on a toutes les informations. Il faut simplement les remettre en forme en respectant les règles de rédaction. Et ça permet de simplifier de façon assez intéressante les représentations. Et puis, oui, tu as même là tu Alors, pourrais. oui, alors après, C'est justement, une ça. fois qu'on a une représentation qui est un peu structurée, ça nous permet de voir des schémas de simplification et puis de dire, tiens, ce document, cette procédure, est-ce qu'on ne pourrait pas la scinder en deux pour que ce soit encore plus light, plus facile à comprendre et aussi plus facile à maintenir parce que quand on a un document dans lequel on a trop de choses, eh bien, il est toujours en train d'être modifié, donc il n'est jamais à jour. Parce que si on a des éléments qui sont modulaires, on peut changer un petit morceau alors que les autres ne bougent pas. Et donc ça, c'est intéressant, mais bon, c'est difficile à faire comprendre. Super. Et alors, parlons du BPMN. Parce que c'était le sujet en introduction, c'est une alternative au BPMN. Alors, en quoi Calligram, bon, vous l'avez déjà senti hein, en découvrant ces originalités de Calligram, mais Serge, en quoi c'est différent de BPMN et Calligram? Moi, j'inverserais la proposition. Je dirais que certains utilisent le BPMN en alternative à Calligram pour ne pas avoir à respecter les règles, pouvoir faire ce qu'ils veulent, comme ils veulent, quand ils veulent. Voilà. Donc, le BPMN, bon, en tant qu'informaticien, bon, c'est très bien, c'est génial. Le langage, la notation que l'on voit ici, elle est très complète. Ça permet d'indiquer dans des schémas non seulement ce qui est fait, mais aussi la façon de piloter ce qui est fait à des fins d'automatisation ou d'informatisation. Ça, c'est très bien. Mais moi, en tant qu'auditeur, en tant que qualiticien, quand l'auditeur il vient, il n'en a rien à faire de savoir s'il y a un traitement qui va être fait en batch par un outil informatique. Il veut simplement savoir si les personnes réalisent bien les activités qu'elles doivent utiliser, qu'elles doivent réaliser. Donc, cet aspect BPMN, pour moi, ce n'est pas complexe. D'ailleurs, on peut regarder une procédure, écarte-toi un petit peu. On va voir ici, on va retrouver, donc, pareil, des swimlanes. Alors, elles sont plus ou moins horizontales, mais même maintenant, je vois du BPMN en vertical. Et puis, on voit les activités, on voit tout. On a simplement les flux, mais sur lesquels on n'a pas les paniers informations. Donc, on n'a pas cette notion de valeur ajoutée qui, pourtant, est importante en matière de qualité. Elle est beaucoup moins pour que des systèmes se suivent les uns les autres. C'est normal. Donc, nous, par rapport à cette modélisation, on aura plutôt cette structuration que tu as déjà montrée, où on voit effectivement donc, les éléments qui sont nécessaires pour maîtriser une activité et surtout pour voir éventuellement des points d'amélioration. Nous, on va plutôt chercher l'amélioration plutôt que l'automatisation. Souvent, on pense que quand quelque chose ne va pas, il faut l'automatiser puis ça va aller mieux. Non, on va d'abord chercher à l'améliorer, puis après, quand on l'améliorera, on pourra peut-être l'automatiser en plus. Donc, Mais ça sert aussi aux ça informaticiens, sert aussi aux informaticiens, tout à fait. mais après. Mais, et en tout état de cause, parce que bon, quand on travaille avec nos clients, ils ont chacun leurs outils, leurs méthodes, leurs démarches. Et donc, parfois, on fait du BPMN. Voilà. On utilise les formes BPMN que l'on a pris. Ils en ont tellement qu'on peut en prendre bien quelques-unes pour nous aider à représenter notre langage. Et comme ça, en utilisant ces formes, on peut tout à fait faire du calligramme avec BPMN. Voilà. D'ailleurs, on voit les commentaires, là, les éléments rouges qu'on peut faire sous cette forme-là en BPMN. Les documents peuvent être mis également. Et les actions, c'est rectangle qui est proposé par le BPMN. Donc, on peut arriver à le faire. C'est quand même compliqué
en manière horizontale. Moi, je n'arrive pas à m'y faire encore, mais… C'est pour ça qu'il y en a qui font du BPMN en vertical. D'accord. Je connais en Amérique du Nord, enfin, plus particulièrement au Canada. Ah, et qui font du BPMN. Hein. Aujourd'hui, pourquoi opposer l'un et l'autre? Bon, franchement, quand on veut décrire une situation de façon opérationnelle, pragmatique et compréhensible, il faut un langage simple, bon, que ce soit une notation UML, BPMN, Calligram, IDEF0. Mais ça doit respecter des règles, comme tu dis, ça doit être structuré en 3 niveaux. Et ça doit répondre à ces questions, en fait. Hein. C'est ça, qui, quoi, pourquoi, comment et avec quoi, ce qu'on a vu tout à l'heure, qui était la compréhension d'un système. Voilà. Alors, parlons maintenant un petit peu de nos expériences. Partageons ensemble quelques expériences qu'on a de cette modélisation au Calligramme. Et Serge, lors de tes interventions en entreprise, hein, tu commences à en avoir pas mal hein, depuis 20 ans, quelles sont les principales difficultés que tu as rencontrées avec Calligramme et puis dans ces pratiques de la modélisation? Tu as été étonné, mais ce n'est pas un problème de notation, ce n'est pas un problème de langage ou quoi que ce soit, c'est en fait la difficulté à pouvoir être assez synthétique ou avoir un niveau d'abstraction assez élevé pour pouvoir décrire les éléments principaux d'une situation pour les maîtriser. Souvent, alors, les rédacteurs veulent souvent bien faire, mais ils veulent tout dire, peut-être trop en dire, et en voulant en dire trop, et en enfreignant les règles de rédaction, eh bien, on fait des documents qui ne vont pas être exploitables, parce qu'ils seront, on va les voir, ah, oula, c'est trop compliqué. Donc, essayez de pouvoir faire cet effort de synthèse, utiliser cet aspect modulaire pour dire, je donne les éléments principaux, puis si j'ai besoin, je vais décrire dans un document la suite pour pouvoir faciliter cette approche. Donc ça, c'est la première chose. La seconde chose, c'est cette notion de rôle. C'est vrai que, bon, en tant qu'auditeur, le nombre de fois, on m'a dit, quand je demandais, ah, mais c'est Bertrand qui fait ça, je lui dis, alors Bertrand, c'est bien, mais alors Bertrand, il a quelle fonction, quel rôle, que fait-il? Et donc, cette notion de rôle, souvent, bon, c'est pas toujours facile en fonction des entités ou des systèmes, ou des services dans lesquels on se trouve. Les termes changent, il n'y a pas vraiment d'homogénéité, et donc c'est compliqué. Et si on veut savoir comment répartir et puis améliorer le travail au sein de l'entreprise, il faut qu'on puisse avoir une base de rôle qui soit quand même relativement solide pour pouvoir travailler efficacement. Et puis, je crois que souvent, dans tes interventions en entreprise, avec ces rôles, tu utilises un petit moteur de gestion des rôles qui permet automatiquement d'avoir, pour chacun des rôles, la liste de tous les processus et les procédures dans lesquels ils interviennent. Alors ça, c'est la troisième chose que je voulais dire. Donc, l'aspect synthétique, l'aspect rôle, mais aussi après l'aspect maîtrise de la documentation générée. Parce qu'on crée des cartes, alors, que ce soit du texte ou du graphique, comment on gère le document. Et alors, en tant qu'informaticien, et depuis les années 2000, je me suis dit, bah, c'est extraordinaire, on a des GED, on a tout un tas de choses, donc maintenant, la gestion de la documentation, ça va être beaucoup plus simple. Puis on se rend compte que non, que finalement, les personnes travaillent encore beaucoup avec le système de gestion de fichiers Windows, et puis ils mettent un petit A, un petit B, un petit C, un petit D derrière les différentes versions, sans savoir exactement laquelle finalement sera la finale. Et alors, dans un système qui est modulaire comme le nôtre, où on fait des liens entre les documents, si vous changez le nom du document, les liens fonctionnent beaucoup moins bien. Donc c'est pour ça que cette gestion des documents, eh bien, si elle peut être centralisée dans des outils un peu collaboratifs, un peu participatifs, et je pense évidemment à SharePoint, eh bien, ça permet non seulement de gérer les versions, de mettre à disposition des utilisateurs uniquement les versions pour lesquelles ils ont les droits et qui sont à jour. Et puis surtout, on va pouvoir effectivement accéder à cette documentation en fonction de son rôle, du rôle qu'on joue, ou qu'on essaye de jouer, ou par rapport à sa responsabilité, ou par rapport à un outil qu'on va utiliser. Puisque le langage étant ce qu'il est, les règles de rédaction étant ce qu'elles sont, bah, ça nous permet d'avoir un ensemble homogène pour pouvoir naviguer, accéder à notre référentiel. Eh ben, écoute, très bien. On fera la troisième partie avec SharePoint tout à l'heure. Ah, eh ben, alors, on s'en réjouit. Je rajouterais… Ouais, moi, j'ai beaucoup effectivement œuvré, mais toi, quelles sont les originalités, les aspects que tu as constatés en
En fait, j'avais un peu cette naïveté quand on a lancé cette approche calligramme et l'écriture de cet ouvrage, d'essayer de démocratiser la représentation et la modélisation des processus à tout à chacun et que les personnes arriveraient à décrire par elles-mêmes les processus. Alors, ça s'est réalisé. Hein. On a eu des entreprises ou des cohortes de cartographes se sont formés et ont développé ces cartes, mais on s'est quand même rendu compte qu'il y avait une difficulté dans cette représentation, cette modélisation, cette capacité, comme tu le disais, à faire de cette abstraction. Donc, de plus en plus, et aujourd'hui, on en est à ce point-là, c'est on va spécialiser des personnes en interne qui vont avoir ce rôle de modélisation, qui vont savoir aller interroger les métiers, interroger les personnes et qui auront cette capacité de pouvoir représenter sous forme graphique ce que leur auront dit les personnes. Oui, mais dans quel contexte, pourquoi les représenter, à quoi ça va servir Eh ben, aujourd'hui, comment c'est utilisé? c'est toutes les questions que posent ces cartographes et qu'on forme ces spécialistes. Et puis alors, également aussi, après, nous avons beaucoup de consultants qui utilisent notre approche, hein, on en connaît pas mal, pour aider directement à l'externe à rédiger ces processus et ces procédures. Dans quel contexte, pour quel type de projet? Ah, oui, parce en effet, tu as raison, on rencontre différents acteurs qui vont représenter et sous différents types de projets. Et je dirais qu'il y en a trois types de projets qu'on rencontre régulièrement. D'abord, plutôt ceux dont on a parlé depuis l'origine, qui veulent se certifier ou renouveler leur certification. Et là, ils mettent en place un système documentaire sous forme de processus, comme est suggéré fortement par la norme. Ça, c'est la première population de personnes qui utilisent l'approche calligramme. Et puis, on a ceux aussi, on intervient aussi beaucoup en banque et en assurance pour ceux qui veulent être compliant et qui veulent garantir une certaine transparence dans leurs activités. Et pouvoir garantir au système de contrôle que les tâches et les règles sont bien suivies. Et puis, alors d'ailleurs, dans le compliance, on a aussi la gestion des risques, parce que je crois que tu es intervenu souvent dans les risques pour mettre en place dans les processus et dans les activités qu'on a décrites, tu mets en place des points de vigilance, des risques, et après, on arrive à les retrouver justement et savoir dans quel processus tel et tel risque sont activés. Mais je crois d'ailleurs que notre présentateur tout à l'heure va en parler, je crois, dans son système. Les indicateurs, mais... Que les risques, d'accord. Et puis, les derniers, justement, du type de Laurent Renaissant, qui va intervenir dans quelques instants, ce sont des personnes qui utilisent Calligramme pour améliorer la performance de leur organisation. Essayer de mieux comprendre son organisation pour la fluidifier, alors ça c'est dans les approches Lean par exemple, ou transformer certaines activités, garantir la relation aussi avec des fournisseurs externes et mettre en place un système de management basé sur ces processus, avec même carrément un système de suivi, de pilotage du système de management basé encore sur les processus. Et c'est exactement ce que va vous présenter Laurent Renaissant. Il a participé justement à la construction de ce projet KISS que je vais laisser Laurent vous présenter. Voilà. Et nous poserons, oui, les questions, on les fera à la fin de cette présentation. Il était prévu 17h30 pour passer la main à Laurent. Eh bien, à toi, je vais couper notre vidéo pour que tu puisses partager ton écran. Est-ce que tu peux partager ton écran? Déjà, Laurent, est-ce que tu nous entends? Je vous entends très bien. Et est-ce que vous m'entendez? Parfaitement. Et même maintenant, on voit même ton PowerPoint. Eh bien, c'est super. Donc, je vais me présenter en quelques mots à vous tous.
Donc déjà, je suis très content de faire partie de cette présentation et de pouvoir vous montrer ce que l'on a pu faire au travers de KISS et le système Calligram. Donc, Laurent Renson, je travaille au niveau du groupe d'AR en tant que performance et processus manager. Et donc, je travaille avec Serge et Cédric depuis 2020, date où on a choisi d'utiliser Calligram pour améliorer nos processus. Et puis, on a travaillé au fur et à mesure des années à fortifier et améliorer notre système de management en accord avec Calligram. Donc, je vais vous présenter un petit peu ce qu'on a fait et bien sûr, à terme, n'hésitez pas à poser les questions que vous souhaitez. Donc, je vais aller peut-être en 2-3 mots. Donc, j'ai prévu de vous présenter dans un premier temps d'AR pour vous donner un petit peu on va dire la structure et puis la dimension du groupe. Ensuite, je vous présenterai notre système de management au travers de la documentation que l'on a. Et enfin, je passerai sur un troisième point, sur la partie contrôle dont parlait Cédric tout à l'heure. Donc, au niveau de DAER, donc DAER, c'est une entreprise qui a 4 activités majeures. Donc, on est fabricant d'avions, TBM et Kodiak. On est également fabricant de pièces pour l'aéronautique. Donc, on a comme clients Boeing, Airbus et tous les fournisseurs, tous les clients, les clients majeurs de l'aéronautique. On a un panel également de services industriels où on intervient chez le client pour travailler sur des sujets aéronautiques ou autres. Et enfin, la partie logistique où on travaille en termes de transport et on travaille donc les transports entre les différents lieux d'acheminement pour différents groupes également. Donc DAER, c'est globalement 1,3 milliard de chiffre d'affaires. On est divisé entre l'industrie et le service à 50-50. Et on travaille globalement sur l'aéronautique à 90% et à 10% sur d'autres activités. C'est un petit peu les grands chiffres. Alors, on est une entreprise internationale présente dans 13 pays et on continue à s'agrandir, particulièrement dans l'aspect nord-américain. Donc, si on vient dans le vif du sujet par rapport à KISS et notre système de management. Donc, nous, aujourd'hui, on a 2 systèmes de management. Un système de management qui comporte 2 systèmes. Le premier, donc KISS, Keep It Simple and Smart. On l'a appelé de cette façon-là pour garder en mémoire qu'il faut garder les choses simples et intelligentes et qu'elles doivent être abordables à tous. Donc, on a créé un SharePoint qui vient regrouper l'ensemble des cartes KISS, dont je vais vous présenter dans les prochaines minutes. Et on a un deuxième système, un système de documentation, où là, on a l'ensemble des documentations du groupe d'AR et des documentations qui sont plutôt de niveau 3, où je vais y revenir, mais des niveaux plutôt de checklist, des niveaux template, tout ce genre de choses. Donc, on a créé KISS parce qu'à l'origine, nous n'avions que Calnet, un Calnet qui avait énormément de documents à l'intérieur, avec plus de 8000 documents. Et on a vu que finalement, ce système de management documentaire avait l'écueil d'être… il était complet, mais un peu trop complet. On avait du mal à retrouver les processus, les procédures et les documents pour le définir dans l'espace, dans les processus, le qui fait quoi. Donc, on avait vraiment des grosses problématiques par rapport à ça. On avait beaucoup de documents et finalement, on avait du mal à les localiser. Donc, KISS nous a permis un peu de servir de backbone. Ça nous a servi de définir les processus, les macro-processus, les processus et de rétablir un petit peu la hiérarchie entre la stratégie, l'organisation et la documentation. Donc, comme vous l'ont montré tout à l'heure Serge et Cédric, nous, on est parti également sur la fameuse pyramide avec la partie stratégique du niveau 1, la partie organisationnelle dans le niveau 2 et la partie opérationnelle dans le niveau 3. Donc, notre façon de travailler a été de partir du global vers le plus détaillé
Et dans ce sens-là, on a retravaillé sur la partie stratégique. Et donc, on a recréé ce qu'on a appelé la DAER Process Map, c'est ce que vous voyez ici, où on a finalement déterminé les macro-processus de notre organisation dans ces différents métiers. Donc, avec un processus 1 qui est le processus gouverne, avec toute la gestion de la direction générale. Le processus 2 qui vient mettre en exergue la qualité, mais pas seulement, la supervision globale de l'ensemble de l'entreprise. Ensuite, on a un processus 3 où on vient mettre en exergue la partie vente, qui vient supporter la partie explore, le P9 qui est la partie recherche et développement, la partie P4 avec la partie développe, gestion de projet, de la gestion de projet globale. Ensuite, la partie P5 qu'on a appelé deliver avec la production, la partie support avec tout ce qui est service après-vente. Ces 4 macro-processus sont supportés par le macro-processus source, donc tout ce qui est lié à la partie achat, procurement. Et enfin, 2 autres processus, le P8 et Inform, qui sont relatifs au système d'information. Et enfin, le P6, qui est relatif au staff, donc la partie ressources humaines. Donc voilà comment on a décomposé, si vous voulez, l'ensemble des macro-processus du groupe et comment on a souhaité fonctionner dans notre organisation. Donc, on a créé un SharePoint. Donc, j'imagine que Serge en parlera un petit peu tout à l'heure. Mais dans notre SharePoint, on vient intégrer donc, ce processus, ce macro-processus, ce DAER Process Map, qui vient en premier lieu, je dirais, qui permet un petit peu d'avoir une vision globale des processus. Et on peut, à partir de cette process map, descendre en poupée russe dans les niveaux, du niveau stratégique vers le niveau documentaire. À partir de SharePoint, on peut également avoir les caractéristiques des différentes cartes. Donc, aller plus dans le détail des différentes cartes et dans leurs historiques. Donc là, sur cette vue, on va avoir la définition de la carte, quand est-ce qu'elle a été validée, on va dire sa fiche d'identité avec l'historique de tout ce qui s'est passé sur l'ensemble de cette carte. Et enfin, on va avoir un accès à notre système documentaire Calnet, un accès direct. Donc, on peut passer soit par notre processus, notre processus tree ou notre DAER Process Map et aller décliner quand est-ce qu'on va avoir besoin du document, ou on peut aller directement sur notre système documentaire si on connaît sa référence et vous avez accès directement à ce document. Donc, ce qu'on a fait pour être un peu plus trivial, on est passé sur la partie, on a divisé notre système en 3 parties. Donc, le pourquoi avec le niveau 1, les inputs et les outputs de notre niveau 1, donc du processus clé. Donc là, ça va du processus 1 au processus 10. On va dire pour le processus 1, voilà les inputs et voilà les outputs de ce processus. Donc, on va définir le pourquoi. Ensuite, quand on va cliquer sur le processus clé, on va avoir le qui fait quoi. Donc, on en parlait tout à l'heure. Vous allez avoir les rôles dans la partie supérieure et puis les actions qui vont se décliner au fur et à mesure que le besoin va être traité. Donc là, vous avez la partie chronologique. Et enfin, le comment qui va déterminer, donc la partie 3, si vous voulez, de la pyramide, qui va déterminer un seul rôle et la partie chronologique du rôle pour déterminer la tâche. On a rajouté une partie de contrôle où on a déterminé, alors peut-être avant le contrôle, on a associé chaque action à des documents qui se trouvent dans notre base documentaire. C'est-à-dire que vous cliquez sur le petit logo et via le lien hypertexte, vous allez directement sur notre documentation qui va s'ouvrir. Et donc, ce qui veut dire notre rôle va avoir besoin de ce document pour réaliser cette action. Alors, comme je disais tout à l'heure, ça peut être des checklists, ça peut être des templates, ça peut être tout ce qui va être nécessaire pour que l'action soit réalisée et de façon correcte et cohérente par rapport au groupe. Et on a ajouté une partie d'indicateurs, c'est-à-dire qu'au même endroit,
on est capable de définir des indicateurs qui vont mettre sous contrôle l'action, la procédure ou même le processus via des KPI trés. Donc là, on a déterminé un certain type d'indicateurs, donc des KPI qui vont être issus pour une scorecard, des KPI qui vont être nécessaires pour les business reviews, des KPI qui vont être nécessaires pour la gestion des risques, du système de contrôle, ou des KPI qui sont simplement nécessaires pour le contrôle de la procédure. Donc, en fonction du KPI que l'on va noter, on va savoir qu'il est relié à des organes de contrôle différents. Donc, voilà un petit peu comment nous, on s'est structuré. Ensuite, on en parlait tout à l'heure par rapport aux personnes qui allaient intervenir dans les processus. Donc, on a déterminé 3 grandes catégories. Le process owner, qui est le manager du process, qui est responsable de son fonctionnement, qui définit les targets et valide les objectifs. Il garantit que son processus est efficace et efficient. Et c'est lui qui est le menant, aussi bien dans l'animation des revues de processus que dans la partie processus de revue de direction. Vous avez le Key Process Owner, qui est dans un processus, vous avez un certain nombre de processus clés, ou de sous-processus si vous voulez. Et donc, on a déterminé des process owners de ces sous-processus qui vont, eux, avoir la charge de gérer ces sous-processus et d'assurer que ces sous-processus fonctionnent bien. Et enfin, on a le Key User qui, lui, va être le relais fonctionnel, opérationnel du process owner et qui va s'assurer que le fonctionnement entre le terrain et la réalité du calligramme et le calligramme fonctionne bien. On s'assure qu'on a une remontée d'informations des actions d'amélioration et également des sujets qui peuvent arriver en revue de processus, des problématiques qui peuvent arriver en revue de processus, qu'ils soient bien remontés et traités comme une amélioration continue au fur et à mesure des mois. Donc, on a considéré ces trois grands figures clés, je vais dire, mais il ne faut pas oublier que c'est bien un sujet que l'on prend sur l'ensemble du groupe. Et donc, on voit bien qu'avec les instances que l'on a mis en place, on essaye vraiment de toucher l'ensemble du personnel du groupe sur les processus sur lesquels ils actionnent ou sur lesquels ils sont présents. Donc, c'est ce qu'on a essayé de faire sur le groupe d'AR. Enfin, je vais passer sur la partie contrôle. Donc, pour nous, il était important non seulement de modéliser les cartes, mais également d'avoir un système de contrôle au travers de ce management. Et on a choisi d'avoir des instances qui vont nous permettre de contrôler les indicateurs et de s'assurer que nos processus sont toujours efficaces et efficients à chaque niveau. Et donc, on a des organes de contrôle. Alors, je les ai un petit peu détaillés ici avec la partie CSE, les grandes échéances côté AFNOR, la partie management review, les dates des management review, on en fait 2 par an, on fait 2 process review par an, on fait 4 governance committee, on fait 4 risk committee et on a des scorecards tous les mois. Alors, pour un petit peu essayer de détailler les instances, si vous voulez, on va regarder tous les mois donc la scorecard. La scorecard, ça va être les indicateurs, un certain nombre d'indicateurs, 2-3 indicateurs par processus qui vont montrer que le processus est sous contrôle et qui va montrer que notre processus est performant et efficient. Donc, on regarde l'évolution de cette scorecard mensuellement et on a défini un certain nombre d'objectifs durant la revue budgétaire et ces objectifs sont suivis en scorecard au même titre que le contrôle de ces processus. Donc, on a des indicateurs, 2-3 indicateurs par processus qui nous permettent de nous assurer qu'on est bien sous contrôle et que le processus fonctionne bien. Ensuite, on a les process review. Donc, tous les 6 mois, on a une revue avec les équipes. Donc, chaque processus fait des revues pour voir un petit peu les top flops
qu'il peut y avoir dans les processus pour voir les problématiques que l'on a eues, aussi bien des problématiques organisationnelles que des problématiques business. Ça nous permet en fait de mesurer, de voir les problématiques qu'il y a eu et de voir si la performance est toujours au rendez-vous. Et donc d'utiliser les problèmes et les écueils qu'on a pu avoir durant les 6 derniers mois pour construire notre plan d'action sur l'amélioration des cartes, l'amélioration des processus, se dire finalement, on voit qu'on a des problèmes à ce niveau-là, comment on peut traiter ce problème au sein de notre processus, peut-être en le mettant sous surveillance au travers d'indicateurs, peut-être en changeant l'organisation, peut-être en retirant un certain nombre d'actions qui ne sont pas pertinentes et qui ne nous permettent pas d'être efficients. On a ensuite, comme je vous disais tout à l'heure, 2 fois par an, les revues de direction, donc avec présentation à l'excom du groupe. Et on vient présenter l'ensemble des processus. Alors, sur deux slides, on vient présenter processus par processus les points forts et les points faibles du processus et le plan d'action qu'il va y avoir sur les 6 prochains mois pour améliorer ses performances. On a également l'évolution du risque. Donc, Serge en parlait tout à l'heure. Donc, on a 4 instances par an où on a déterminé un certain nombre d'indicateurs qui vont nous montrer l'évolution de nos risques. Je ne vais pas rentrer dans la partie risque management, mais on suit nos risques et l'évolution de ceux-ci et on voit s'ils sont bien sous contrôle également par rapport à l'évolution de nos processus. Donc, tout ce système, si vous voulez, entre la scorecard qui permet de vérifier mensuellement que nos indicateurs vont dans le bon sens, nos process review qui permettent de mettre l'équipe autour du processus et de voir les top flops, de voir les problématiques que l'on peut avoir et d'en sortir un plan d'action qui va permettre l'amélioration continue du processus. Le management review qui permet de s'assurer que c'est acté au plus haut niveau de l'entreprise. Et enfin, le risque committee, qui est aussi une instance qui nous permet de nous améliorer et de nous assurer que nos risques sont bien pris en compte et les actions de ceux-ci sont pris en compte pour réduire les risques au maximum. Donc, voilà un petit peu ce que je voulais vous montrer aujourd'hui en accord avec les échanges que vous avez pu avoir lors de cette première partie et comment nous, on a utilisé Calligram dans notre organisation pour nous assurer déjà d'avoir un système qui est écrit, monitoré et géré de façon, on va dire, où on gère aussi l'amélioration continue pour continuer à progresser au fur et à mesure et à rendre nos processus plus efficaces et plus efficients année après année. Écoute, merci beaucoup, Laurent. Vraiment, c'est impressionnant tout ce que vous avez pu engranger comme éléments et mise en œuvre de Calligram. Alors, il y a des personnes qui posent des questions. Alors, je ne voulais pas les frustrer en n'y répondant pas tout de suite. Donc, déjà, j'ai une question pour toi. C'est comment détectez-vous les flops ou les difficultés dans les processus? Bien, alors, je ne sais pas si je peux montrer ma vidéo, non. En fait, simplement, on se dit tous les 6 mois, les différentes équipes se mettent en ordre de bataille pour voir les problèmes. Enfin, il y a clairement un template qui a été défini et en accord avec ce template, les équipes discutent des problématiques que l'on peut avoir et remontent les problématiques que l'on peut avoir dans les processus. Alors, cela se fait de façon collégiale et on suit également un certain nombre d'indicateurs qui montrent que le processus est efficace ou pas. Alors, écoute, merci pour cette réponse. Est-ce que d'autres personnes voudraient prendre la parole ou poser des questions à Laurent sur son système de management qualité? Est-ce qu'on me voit? Ah voilà, on me voit ici. Alors, je me déplace pour regarder si vous posez des questions.
Oui, oui, les slides seront disponibles. Ne vous inquiétez pas. Et il y aura même un replay aussi si vous voulez revoir ce qui vous a été présenté. Alors écoutez, on va continuer cette présentation. Je vais laisser le micro à Serge parce que oui, j'ai vu tout à l'heure que vous avez eu du mal à l'entendre. Le micro que je Alors, devais utiliser. on va utiliser ce micro et puis Serge va vous présenter rapidement pour conclure comment aller voir par vous-même ces systèmes qu'on peut mettre en place dans SharePoint. Merci Cédric. Bon, donc j'espère que vous m'entendez bien. Alors, voilà, j'ai lancé mon site SharePoint. Donc, en fait, c'est avec votre navigateur, vous arrivez dans SharePoint. Et alors le site n'est peut-être pas aussi beau que celui de Laurent, hein, mais bon, il est relativement classique. On va retrouver souvent une cartographie de départ. Là, on vous a mis un œil parce qu'on a mis sur cet œil plein de boîtes dans lesquelles vous pourrez cliquer pour aller voir des exemples de cartographie. On a mis déjà également un détail de la bibliothèque des cartes où on sait déjà quels sont les documents qui sont disponibles. On verra aussi qu'on peut accéder au processus par cette notion de rôle ou par cette notion de document. L'accès aux indicateurs, ben, vous l'avez vu, et c'était très joli chez Laurent. Nous sommes encore en train de le peaufiner pour vous faire une démonstration qui soit accessible. Et vous avez bien entendu la possibilité d'aller voir tout ce qui concerne la démarche avec des exemples de cartes de niveau 1, 2, 3, etc. Donc ça, c'est disponible en ligne, ainsi que la notion du PhD dont parlait Cédric. Nous avons ici toute une présentation, tout un PowerPoint qui explique cette démarche pour allier à la fois les processus, les hommes et la documentation, qu'elle soit interne, externe ou les indicateurs. Donc ces informations, c'est pour rappeler la méthode. Maintenant, allons un petit peu sur nos cartes. Alors, par exemple, bon, on peut déjà dans un premier temps tout de suite aller visualiser une première carte. Ici, sur les ressources humaines, j'ai 5 exemples ressources humaines parce que c'est quelque chose qui parle à tout le monde. Au moins, ce n'est pas compliqué. Et donc, ici, notre carte de niveau 1, la carte relationnelle de gestion des salariés, où on voit les activités qui sont en interaction. C'est ce que disait Laurent tout à l'heure, les inputs et les outputs. Quand on va cliquer sur la gestion des salariés, on va pouvoir voir de quoi se compose ce processus, et notamment des activités de recrutement, de formation, d'accueil, de rémunération, avec toujours les entrées-sorties. Vous voyez que chaque rectangle qui sont ici précisés ont des flèches en entrée, en sortie avec des paniers informations. Et puis après, on va tomber sur, pour faire du recrutement, eh bien, on a des demandes, on recherche des candidats, puis on doit sélectionner ensuite les candidats parmi ceux qu'on a trouvés. Et là, on va arriver sur le niveau 2, le qui fait quoi pour sélectionner un candidat, et on va retrouver nos rôles, on va retrouver les éléments déclencheurs et puis les activités qui sont réalisées. Et vous voyez que sur cette représentation, donc on peut voir les petits paniers informations. Alors, les petits paniers informations donnent accès aux commentaires. Voilà, donc ici, l'équipe de vérificateurs, elle est composée de ceci, etc. Donc, on peut comme ça facilement avoir un petit complément d'information. On peut avoir accès aux documents. Alors ici, on ne va pas aller dans Calnet, hein, comme le faisait Laurent, parce qu'on a tout simplement mis ces documents dans la bibliothèque documents de SharePoint. Et là, on aura donc notre guide auquel on pourra accéder. Et puis, on pourra continuer à descendre dans le niveau de détail. Par exemple, pour réaliser l'entretien, bien là, on ira de façon très détaillée sur le rôle chargé de recrutement. Il vient d'accueillir le candidat, il installe le candidat, il a des points de vigilance. Est-ce qu'ils sont installés côte à côte pour briser la glace, pour ne pas avoir une table entre eux et pour marquer une différence. Donc, si ce n'est pas le cas, on a l'action curative, donc l'action immédiate que l'on doit faire pour remettre la situation de façon correcte et pour pouvoir continuer ensuite, remplir la fiche d'entretien, etc. Demander au candidat de présenter son CV, et là, on a toujours les points de vigilance, et puis ainsi de suite. Et à la fin, on va revenir à notre procédure. Donc ça, c'est la façon de décrire, de mettre à disposition et de consulter les cartes. Alors, je vous ai dit, ce qui était intéressant, c'était aussi de pouvoir accéder aux cartes par rapport au rôle que l'on joue. Et ici, quand on clique sur les rôles, donc on a la possibilité de générer un sommaire qui va nous permettre de voir pour tous les rôles qui sont identifiés dans les cartes de notre référentiel, eh bien, ce qu'on peut faire. Par exemple, si j'avais le rôle candidat, si je clique sur le rôle candidat,
Eh bien, effectivement, je vais retrouver mon instruction, sélectionner un candidat. Voilà, il est effectivement là, notre candidat. Donc, je peux accéder directement à la procédure qui concerne le candidat par ces éléments-là. Donc, si j'avais, par exemple, le rôle demandeur, il est ici, il fait une demande de modification, il dépose des demandes. Enfin, voilà, vous avez donc ici toutes les cartes dans lesquelles je retrouverai le rôle demandeur. Voilà. Donc, c'est aussi facile d'accéder à son référentiel par les rôles que l'on joue, mais également, des fois, en fonction des outils que l'on utilise. Par exemple, ici, je vais avoir, comme pour les rôles, je vais avoir la même chose, mais pour les outils. Par exemple, si je prends un outil comme j'étais sur des ressources humaines, donc Taleo, ben oui, Taleo, par exemple, ben on va le retrouver dans Onboard Employee. Et Onboard Employee, donc là, on va avoir Taleo. Alors, il va être utilisé à quel moment? Je l'ai perdu. Il est où, mon Taleo? Ah, c'est sûr qu'il est là, mais oui. Voilà, il est là. C'est le petit logo Taleo, il est là. Il est pour fermer les requêtes et pour créer l'ID du candidat. Voilà. Donc ça, c'est intéressant de pouvoir aussi accéder à son référentiel de différentes façons et par ces éléments qui vont pouvoir se générer relativement facilement parce que quand on est sur notre système, et notamment dans nos cartes, on va avoir donc toutes les informations, notamment les rôles et les outils qui sont utilisés. Alors, les rôles et les outils, évidemment, il n'y en a pas dans les niveaux 1, parce que ça fait partie des règles. Je vais vous casser les pieds avec les règles encore pendant un certain temps. Par contre, à partir des niveaux 2 et des niveaux 3, des procédures et des instructions de travail, on va avoir les rôles, et c'est à partir de ces éléments-là qu'on génère les sommaires qui vous permettent d'accéder à ces informations. Voilà, donc alors, pour accéder à ce système, eh bien, je vais... Oui, je vais revenir sur le PowerPoint. Ah, il était fermé, pas de chance. Hop. Et puis après, on passera aux questions. Voilà. Diaporama. Donc, voilà. Donc, pour y accéder, alors vous pouvez directement sur l'écran... je vais arrêter de bouger parce que la caméra... Voilà. Vous pouvez directement cliquer avec votre téléphone sur l'écran pour accéder au lien. Autrement, vous avez ici ce lien. Alors, on peut cliquer sur ce lien aussi, Cédric? Oui, directement, là, voilà. sur Caligram Démo. Et puis, donc, quand vous allez vous connecter, il va vous demander un nom d'utilisateur. Donc, vous serez guest@vpasoft.onmicrosoft.com. Et le mot de passe, c'est tout simplement démo VPA 2023. Respectez bien les majuscules et les minuscules. Et là, à partir de là, on peut voir… Eh bien, voilà, tout à fait. Vous arrivez sur le site que je viens de vous montrer. Ben, merci beaucoup, Serge. Alors, j'ai été un peu rapide tout à l'heure et nous avons d'autres questions pour Laurent. Est-ce que tu es toujours en ligne, Laurent? Oui, toujours. Alors, je t'ai envoyé les questions, tu as vu peut-être, que posent les personnes, là. Parce que pour monter ce système, tu as mis combien de temps alors? Alors, nous, on a commencé la création des cartes en janvier 2020. C'est-à-dire que pendant pratiquement un an, on a travaillé en faisant des workshops avec des équipes multifonctionnelles pour créer la base de nos cartes et de nos fonctionnements en processus. Donc pendant un an, on a travaillé sur les 10 processus. Et au bout d'un an, on a créé notre SharePoint où on a intégré l'ensemble des cartes et le fonctionnement en poupée-russe que vous avez pu voir tout à l'heure. Et après cette année, donc on a commencé en janvier 2021 à mettre à disposition l'ensemble des cartes à tous les collaborateurs du groupe. Et on a mis en place notre organisation et on est monté en maturité pour nous assurer qu'au fur et à mesure des mois, mais le fonctionnement était de plus en plus… en fait, on a affiné notre amélioration continue à partir de ce moment-là. Et Laurent, tu as combien de cartes à peu près dans ton référentiel? Environ 800 cartes aujourd'hui. Ah oui, d'accord. Ah oui, quand même. Alors, mais d'autres, oui, c'est pas non plus…
Oui, ce n'est pas ridicule, mais on connaît beaucoup de… Combien de processus, combien Ah, de voilà. cartes, etc. C'est vrai, c'est Le vrai. nombre qu'il faut. Le nombre qu'il faut. Et on me demande combien Ça de temps… dépend de la difficulté. En fait, on a une entreprise, comme je vous l'ai montré, qui est assez complexe avec quatre grands champs d'activité, ce qui parfois peut amener des nuances et donc des cartes supplémentaires. Ah oui. Voilà, oui, par nuance. Très bien. Et on me demande en combien de temps les collaborateurs ont pu être opérationnels pour décrire des processus avec Calligram. Alors, nous, on a mis en place une organisation de key users et de gens qui étaient capables, on forme des gens, donc on a créé une formation pour que les gens puissent fabriquer eux-mêmes leurs cartes et les poster sur le SharePoint. Donc, on fait des formations de 4 heures et après, les gens mettent plus ou moins de temps à créer leurs cartes et à être familiers du système. Mais une formation de 4 heures, basiquement, ça suffit pour leur donner les bases. Et en gros, tu as combien de rédacteurs? J'ai peut-être une quarantaine de rédacteurs en tout. Ouais, c'est bien. Et donc, c'est vous qui assurez les formations à ces rédacteurs et puis au turnover, etc. OK. Exactement. On me pose aussi une question. Est-ce que est-ce que tu avais benchmarké d'autres méthodologies avant Calligram, avant Non, de choisir Calligram? pas moi en tout cas. Ah oui, c'était pas toi, tu n'étais pas encore au tout début du… Mais je sais qu'on avait été challengé justement par rapport au BPMN, par rapport aussi à des outils qui utilisent la notation Meurize aussi. Méga, ouais, pour ne pas le citer. Ça, c'était l'outil Méga. Ça s'appelle peut-être plus Méga d'ailleurs. Ouais. Ou d'ailleurs, il y avait un autre outil aussi. Mais c'était plus des outils et nous, on était plutôt sur la méthode. Hein. Après, on utilise, comme vous l'avez vu, Microsoft Visio. Hein. C'est Visio que vous utilisez, vous, pour décrire les cartes. Et puis, SharePoint. Alors, on apporte quelques améliorations à Visio, mais c'est l'outil d'origine qu'on utilisera. Alors, j'ai encore une autre question. Est-ce que, tu disais que tu sais, c'est tous les 6 mois que tu faisais une revue de process et comment ça se passe au quotidien, les difficultés au quotidien sur les processus? C'est ce qu'on me pose comme question. Alors, après, on a d'autres systèmes de fonctionnement pour remonter les problématiques terrain, mais ce n'est pas forcément lié à la gestion des processus. C'est remonté par d'autres biais. Par contre, ce que je peux simplement vous dire et ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'est qu'on met sous contrôle nos processus de façon mensuelle en accord avec les indicateurs qui nous permettent de les mettre sous contrôle. Le haut, là, celui qui avait adoré Calligram. Alors, oui, on me pose une question parce que qui était sponsor de la démarche au démarrage? C'était le directeur de qualité du groupe. Oui, c'est ça. Ouais, j'ai oublié son nom. Olivier Dumas, pour ne pas le nommer. Ah, voilà. Ah, voilà, c'était un autre Dumas encore. Et oui, Serge crie là de loin, de l'autre côté du bureau, en disant ce n'était pas l'informatique. Donc. Ce n'était pas l'informatique. Écoute, alors vraiment, un grand merci à toi, Laurent, parce que c'était clair et puis vous avez fait un travail incroyable dans la mise en œuvre de cette démarche Calligram. Donc, encore félicitations à toi et à toute ton équipe pour maintenir maintenant tout ça et puis pour continuer à le faire évoluer. Si vous avez d'autres questions, on peut y répondre dans les quelques minutes qui restent. Mais comme je vous l'avais dit, on est en Suisse, donc il est 18h03. On a fait le job et on espère que voilà, vous en savez un petit peu plus sur cette méthode Calligram et que vous voyez, on l'utilise dans ces domaines de l'amélioration de la performance, de la qualité et surtout pour mettre en place une démarche processus dans son entreprise, une démarche qui est très présente dans les entreprises aujourd'hui. C'est devenu maintenant la norme de travailler par processus. Alors oui, en effet, on va vous dire, on va vous saluer. Hein. Merci encore
faites-nous des retours si vous allez voir la démonstration, n'hésitez pas. Alors, vous pouvez faire des retours. Je vais vous envoyer à la fin de cette présentation un lien pour avoir le PowerPoint qui a été présenté et un lien pour pouvoir revoir la vidéo ou la transmettre à d'autres personnes si vous voulez la présenter à d'autres. Et puis, les liens aussi pour aller vers cette démonstration que vous a présentée Serge Guillard. On va continuer d'évoluer. Qui continuera d'évoluer. On met régulièrement des nouveautés et des informations sur ce site. Bah, écoutez, merci beaucoup. Merci à tous et bonne soirée. Et puis, n'hésitez pas, on est disponible pour vous aider dans ces démarches de management visuel de la qualité et des processus. Ciao, ciao.